Bonjour, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, de vous présenter un petit peu le cabinet d'avocats qui est EY Société d'avocats. Nous sommes un cabinet français, membre d'un réseau pluridisciplinaire. On a à peu près 750 collaborateurs actuellement pour 120 personnes en tant qu'associés et directeurs associés, donc qui représentent le haut de la pyramide. On réalise un chiffre d'affaires annuel de 230 millions. On est présent dans 11 bureaux en France, y compris Paris. Paris étant effectivement notre vaisseau amiral avec à peu près de l'ordre de 420 avocats sur Paris, intramuros. On appartient donc, comme je vous l'ai dit, à un réseau pluridisciplinaire. Sur la partie juridique et fiscale, le réseau EY représente sur cette seule partie 63 000 professionnels à travers le monde, répartis sur à peu près 152 pays. Donc un cabinet qui a une forte présence internationale, et c'est d'ailleurs un des éléments du travail au quotidien. On travaille sur 3 domaines de discipline principales, que sont la fiscalité, qui est le cœur de métier d'origine d'EY, le juridique et également tout ce qui est capital humain, donc toute la partie, ce qu'on appelle chez nous droit social, mais ça va un peu au-delà puisqu'on accompagne beaucoup de personnes physiques dans leur mouvement migratoire. Tout ça s'intègre bien entendu dans un mouvement qui s'est accéléré sur les 5 dernières années, qui est la technologie. Donc on a une forte implication et des forts investissements sur tout ce qui est digital. On bénéficie d'ailleurs en cela de la force du réseau puisqu'on a ce qu'on appelle chez EY un R&D Hub, le Technolob, qui est présent dans nos bureaux parisiens, qui représente à peu près 600 mètres carrés sur le lab, qui est à peu près une centaine de personnes qui travaillent au quotidien sur des nouvelles technologies et qui nous aident à mettre nos offres sur un format beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc je vous propose qu'on rentre un peu plus dans le détail de ce qui est nos valeurs humaines, puisque le thème du jour étant l'inclusion, de vous expliquer un peu avec Sylvie comment au quotidien nous avons appréhendé cette dimension. Effectivement, Lionel, pour aborder l'inclusion et la diversité chez EY Société d'avocats, on peut déjà résumer un peu ta présentation en disant que notre cabinet, c'est un cabinet avant tout pluridisciplinaire, composé d'avocats qui travaillent dans 3 métiers principaux, mais qui travaillent aussi bien à l'international qu'en local, qui travaillent aussi bien avec des comptables, des financiers ou des conseils en stratégie. Donc on peut dire que la différence fait partie de notre ADN. Oui Sylvie, la force de notre réseau, c'est notre diversité. Diversité qui se suit par nature de façon collective, et le collectif est une valeur clé qui permet d'ailleurs l'inclusion au sens plus large. Pour favoriser cette inclusion, nous nous appuyons sur 3 effets de levier principaux qui sont favoriser la constitution d'équipes plurielles. Pour qu'il y ait inclusion, il faut qu'il y ait une vie de groupe, et cette vie de groupe nécessite un apprentissage dans l'encadrement et dans la façon de déployer nos valeurs. Créer les conditions d'épanouissement, qui est la condition première. Il faut que les gens se sentent à l'aise, il faut qu'ils se sentent à l'aise et libres d'expression et de mode opératoire. Donc ça, on le suit de façon plus quotidienne. On reviendra plus en détail par des formations et des enquêtes pour vérifier que ce qu'on met en œuvre se vérifie au quotidien. Et enfin, assurer l'égalité de traitement homme-femme, mais pas simplement homme-femme, sur la totalité, je dirais, du spectre et sur des critères objectifs de performance. Donc l'inclusion, on peut dire que c'est considéré comme une compétence requise pour le leadership. On l'a vu tout à l'heure avec les chiffres. On parle d'un cabinet d'avocats qui a plus de 750 personnes. Donc s'il n'y a pas de cette prise en compte de l'inclusion, le cabinet ne peut pas vivre. On a des personnes d'origine diverses. Je ne sais plus combien on a de nationalités qui se représentent au quotidien. On fonctionne à l'international de manière quasi quotidienne. Donc effectivement, l'inclusion est une valeur normale et nécessaire et principale pour vivre dans un ensemble large tel que celui d'EY. Donc Lionel, quelle est en pratique ta première priorité pour avoir une politique d'inclusion où tout le monde se sente bien chez EY Société d'avocats? En pratique, c'est assez simple, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'inclusion étant nécessaire à une vie collective, l'important pour nous, c'est d'expliquer ces valeurs lors de l'arrivée des nouveaux collaborateurs et de les faire adhérer à ces valeurs tout en leur expliquant tout au long de leur carrière par des trainings spécifiques et de mise en situation pour qu'ils comprennent ce que peut ressentir une personne différente ou une personne d'un autre sexe dans le quotidien de son exercice ou les difficultés de l'exercice de la profession. Donc, tout au long de leur carrière, ils ont ces évaluations. Nous, ça nous permet également d'en tenir compte dans la performance de chacun des collaborateurs, puisque comme on l'a dit à multiples reprises, c'est un grand groupe, donc on vérifie
que chacun d'entre eux, au-delà de leur performance technique, s'intègre parfaitement dans notre vie collective et dans l'adhésion à nos valeurs. Être soi-même au travail, quand on voit le temps qu'on passe au travail, c'est déjà un acquis important, je trouve. Un acquis important, mais un challenge très compliqué compte tenu des nouvelles façons de travailler. Et la pandémie les a un peu isolés les uns des autres. Et ça sera une autre question sur laquelle on devra faire face dans les mois à venir, sur comment intégrer cette valeur d'inclusion au travers d'un travail à domicile renforcé. La deuxième priorité de notre politique, c'est l'inclusion des femmes. Alors, je peux en parler. Recruter, on fait attention à avoir un recrutement fair et avoir un pourcentage de femmes important, mais surtout, on les accompagne après, parce qu'on a le fameux plafond de verre, et c'est un travail d'accompagnement tout au long de la carrière pour être sûr qu'elles vont aller jusqu'au passage associé ou directeur associé. Donc on a des programmes, on a mis en place des programmes à chaque moment clé de la carrière, et notamment quand on passe manager. C'est le moment où ça s'accélère un petit peu par rapport au leadership, par rapport aux clients, et puis également souvent dans la vie de famille, c'est là où on accueille des enfants. Et donc, c'est au même moment qu'on a le maximum de priorités à gérer. Donc, on essaie d'être présent et d'accompagner, on essaie de faire des coachings, on essaie aussi de créer un réseau pour une certaine entraide. Et derrière ça, à la RH, on est très vigilant pour être équitable, que ça soit au moment des promotions, mais aussi au moment des augmentations. Ce qu'on peut rajouter également, c'est que sur le groupe des associés et des directeurs associés, à peu près 120 personnes, on est déjà quasiment à l'équilibre. Après, ce qui manque, et il faut être très honnête, c'est peut-être en termes de direction. Peut-être que le prochain qui parlera à Managing Partner sera plutôt une femme qu'un homme. Donc c'est quelque chose qui est une valeur pas simplement française, mais également internationale, où on a un programme de leadership pour les femmes et de les amener, je dirais, quelque part à une représentation normale par rapport à notre système de recrutement, où, comme vous le savez, dans le cabinet d'avocats, une large partie de la population est d'avant tout féminine. Par ailleurs, Sylvie, un des éléments importants, comme tu l'aimes à le décrire, c'est la prise en amont des problèmes. Je crois qu'on a une politique tout à fait particulière concernant les handicaps. Je te laisse peut-être nous l'expliquer un peu plus en détail. Oui, effectivement, depuis une dizaine d'années, on a créé une mission handicap pour agir en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Et en fait, on s'est aperçu que nos actions en interne ne suffisaient pas. Évidemment, il faut avoir ces formations en interne pour sensibiliser, pour accueillir, pour préparer nos recruteurs et être ouvert à la différence. Néanmoins, si on n'accompagne pas les étudiants avant qu'ils aient leur diplôme d'avocat, on s'est rendu compte qu'on avait très peu de chances d'intégrer des avocats en situation de handicap. Et c'est pour ça que depuis quelques années, on intervient donc en interne, mais également en externe, pour pouvoir avoir une réelle politique d'inclusion. Je crois que ça va un peu au-delà simplement du quotidien sur le handicap. Je pense que ce qui est important, et peut-être tu peux donner quelques éléments sur la fondation, comment EY dans la cité essaye de propulser ces valeurs-là. Oui, alors c'est au-delà du handicap, au-delà de l'accompagnement de la différence, au-delà de toutes les mesures qu'on peut mettre en œuvre, on a une volonté qui vient de nos collaborateurs de s'engager et d'avoir des valeurs qui ne sont pas simplement dans le cadre du travail, mais qui vont au-delà de ça et qui impriment quelque part la marque EY dans la cité. Donc nous avons constitué il y a une dizaine d'années une fondation EY qui à l'origine aidait les métiers de l'art, les métiers de la main, les métiers, et puis ça s'est ouvert pour la formation et l'inclusion de personnes en situation de grandes difficultés. Et petit à petit, on a vu le nombre de nos collaborateurs s'investir dans ces missions pro bono augmenter. C'est une belle conclusion de dire que EY travaille qui est une société qui est basée sur l'homme, puisque notre capital, c'est le capital humain. Et pour qu'il soit complet, il faut qu'il accompagne aussi une dimension personnelle et une dimension collective au service de tous.